Bonjour à tous. Oh putain, ça fait fort. Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence où nous allons parler des cotations en scénologie. Donc, je me présente. Moi, je m'appelle Olga Pitio. Je suis kiné du réseau des kinés du sein et surtout spécialisée en lymphologie. Bonjour à tous, moi je m'appelle Séverine Crespo-Andrieux, je suis aussi kiné, membre du réseau des kinés du sein. Oui, et bonjour à toutes. Si, tous. Enfin, et tout seul. Donc voilà, moi je suis Thierry Delapierre, je suis kiné aussi. Alors de la scénologie, j'en fais plus beaucoup. J'en ai fait un petit peu. Par contre, je suis aussi expert judiciaire près d'une cour d'appel. Donc aussi en nomenclature, en dommages corporels, mais aussi en nomenclature. Donc on s'est tous trouvés confrontés à des problèmes récurrents de combat de coq avec la caisse ou avec le contrôle administratif. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on s'est retrouvés nous aussi devant des problèmes personnels au niveau professionnel, mais individuellement. Donc on s'est penché sur le problème et on va essayer de vous éclairer sur quelques points. Alors déjà, pour coter, que ça soit en scénologie ou ailleurs, hein, on ne code pas avec une prescription. On ne code pas avec une pathologie et on ne code pas avec un BDK. On cote avec l'ensemble prescription, pathologie et BDK. Si on se sert que de la prescription, on va droit dans le mur. Si on se sert que de la pathologie, on n'est pas forcément dans les clous. Et on doit servir du BDK éventuellement pour affiner la cotation et éventuellement, on vous le dira un petit peu plus tard, pour faire refaire une prescription. Puisque souvent les prescriptions, enfin souvent, parfois les prescriptions ne sont pas adaptées. Ce qu'il faut savoir, que si vous avez une prescription où il n'y a pas mention de rééducation fonctionnelle ou de kinésithérapie, c'est du HN. Ça c'est clair, c'est net. On le verra plus tard, une prescription avec DLM, c'est HN. Ça passera pas. Alors ça peut passer, ça a eu passé, mais en cas de contrôle, ça va être très glissant et très délicat. Le BDK, on en a parlé, donc c'est essentiel. Hein, d'abord, c'est la loi. Et puis, en plus, c'est un BDK qui doit être chiffré. Voilà, parce qu'un médecin conseille, quand on lui dit elle va mieux, elle va pas mieux, ah si, elle a moins mal, donc il faut que je continue les séances. Hein. Ça, c'est pas de la kinésithérapie, hein, c'est du café du commerce. Hein, ça, voilà. Donc nous, on est capable de coter avec des échelles, avec des tests, avec des mesures, des amplitudes, des périmétries, des mesures dynamométriques. Enfin voilà, on est là pour ça, c'est notre métier. Et selon notre BDK, qu'on envoie par courrier au médecin, par messagerie sécurisée en santé, ou qu'on remet au patient, si on a confiance, de temps en temps, on lui demande de rectifier la prescription. Et on lui dit que s'il ne rectifie pas, on ne fait pas les soins. Il faut être très clair avec les docteurs, avec les médecins. Soit ils changent la prescription, soit on ne fait pas. Alors évidemment, dans certains cas, il refusera de la faire parce qu'il y a une contre-indication à ce qu'on demande en plus. Mais ça, c'est pas idiot, c'est logique, c'est médical. Mais à partir du moment où on identifie un autre problème et qu'on veut le traiter en même temps pour être au top de nos objectifs, on lui dit ou tu prescris en plus ou je ne prends pas la patiente en charge. Il ne faut pas avoir peur pour ça. Et du moment qu'on a des arguments et des BDK qui sont carrés et solides, il n'y a aucun souci là-dessus. Par exemple, on pourrait demander kinésithérapie pour déficit fonctionnel post-opératoire dans le cadre de son ALD. Ça, c'est suffisant. On n'a pas besoin de zone, on n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est du surplus. Et ça, quelque part, si on nous dit masser le genou quand on a une prothèse de genou, on est tous très cons, mais quand même. On n'a pas besoin de nous dire de masser le genou droit. On ne sait jamais quelquefois qu'on fasse le gauche, hein, tellement on est benet. Donc l'idée, c'est ça. Donc on rappelle en règle générale, évidemment la prescription médicale est indispensable, on ne prend pas en charge quelqu'un qui n'a pas de prescription, hors de question. Il repart, il va chercher sa prescription parce qu'on ne sait jamais. La prescription peut être quelque chose de différent de ce qu'il nous a dit, et puis en plus des fois il ne l'a pas, ou il l'a perdu, on ne la retrouve jamais, et c'est une source d'enquiquinement. Donc ça on ne prend pas. Le libellé des prescriptions, donc déjà en février 2000, on nous a dit que le quantitatif et le qualitatif étaient supprimés. Alors ça ne veut pas dire il n'a pas le droit de le mettre, le médecin, il peut le mettre.
Mais on a le droit de lui dire écoute, je suis désolé, mais si tu me mets un nombre, et si tu me mets une fréquence, et si tu me mets une zone, je ne prends pas le patient en charge. Parce que ça, c'est des pièges. Hein. Quand il y a des QSP pour 1 mois, pour 2 mois, ou 3 séances par semaine et que vous en faites que deux, où vous estimez que l'état de santé du patient justifie 4 passages hebdomadaires ou 4 séances hebdomadaires, vous vous mettez en défaut par rapport à la prescription et c'est des indus à la clé sur contrôle. S'il y a marqué 2 fois par semaine, c'est 2 fois par semaine, c'est pas 3, même si la patiente en a besoin. Et s'il y a marqué 5 fois par semaine et que vous en faites que 2, la caisse dira rien parce que ça ne lui coûte pas de sous. Par contre, s'il y a un problème médico-légal derrière, c'est-à-dire que la patiente dit « ouais, mais je ne vais pas bien parce qu'il ne m'a pas pris assez », là, vous êtes mal, vous n'avez pas respecté la prescription. Donc les fréquences, les nombres, les zones, les techniques et l'âge du capitaine, ce n'est pas le boulot du médecin, c'est votre boulot à vous. Il faut éduquer vos prescripteurs là-dessus. Le bilan, comme je vous l'ai dit, il permet de voir entre la prescription et le réel état de santé clinique du patient si c'est en adéquation. Ça, c'est tout bête. Et par contre, pour ce qui est des cotations, faut suivre la NGAP, hein, c'est tout bête. Alors on la trouve compliquée, pas compliquée. Hein. En fait, elle n'est pas si compliquée que ça. Il suffit de la regarder un peu de temps en temps. Par contre, la prescription, il faut aller la chercher sur le site de la Sécu. Alors je ne sais pas s'il y a des éditeurs de logiciels, hein, mais 80% des éditeurs de logiciels nous mettent des cotations qui sont... Voilà. Vous ne servez pas des cotations qu'il y a sur les logiciels. Hein. La référence, c'est la NGAP. Moi, j'ai vu trop de gens qui arrivent au tribunal en disant « mais moi, j'ai fait comme m'a dit mon logiciel ». Ce n'est pas recevable. On est tous majeurs, vaccinés, bac plus 5. On prend les papiers officiels et on se sert de ça. Le reste, c'est du pipeau, c'est des pièges. On voit des gens qui, BPCO, réhabilitation, qui font 40 séances. C'est 20. C'est pas 40, mais c'est pas marqué sur le logiciel. Donc les gens s'enfoncent dans des problèmes qui sont délicats. Et qu'on ait les compétences légales, évidemment, puisque si on n'a pas les compétences légales pour effectuer un acte, on n'a pas le droit. La cardio, par exemple, on est habilité à faire de la cardio dans le cadre d'un infarctus récent. Le reste, non. Ce n'est pas de notre compétence. Certains le font, en centre ça se fait, mais chacun prend ses responsabilités. Mais en cas de contrôle, on n'a pas compétence. Donc ça, c'est la NGP, c'est la vraie. Hein. Alors je vous dis, il faut la lire au moins une fois, pas tous les soirs. L'avantage, c'est qu'elle est relativement claire, relativement exhaustive, quoi qu'on en dise. Il y a 15 pages, hein, chez les médecins, ils ont 80 pages. Bon, donc c'est pour dire, hein, nous, c'est rien à côté de certaines professions. Je passe la parole. Alors du coup, moi, je vais vous parler du fameux 15.5 parce qu'en scénologie, c'est un peu le seul qui parle de cancer du sein. Le reste, on en parlera, on n'a pas de cotation spécifique par rapport à ça. Donc voilà, on a celui-là, ce fameux 15.5. Que finalement pas tant de monde utilise. Il y a une étudiante qui a fait un mémoire là-dessus, sur l'utilisation, donc on s'en est servi. Et en fait, il y a quand même 60% des répondants qui ne l'utilisent pas et 11% qui l'ont abandonné, parce que finalement, il n'était pas assez adapté à nos types de prise en charge. Et du coup, tu peux peut-être... Ouais, merci. Du coup, c'est un peu contraignant, cette cotation, parce qu'il faut que dans les indications, il y ait un lymphœdème. S'il n'y a pas de lymphœdème, on ne peut pas l'utiliser en lymphologie, en scénologie. Et il faut qu'il y ait une différence de circonférence de 2 cm. Et 2 cm, alors certes, c'est la loi Sécu, mais des fois, c'est un peu moins. Et il y a quand même un lymphœdème. Il faut qu'il y ait une asymétrie d'amplitude entre les 2 épaules. Donc il faut que la patiente elle ait encore un problème d'épaule et qu'elle ait un lymphœdème. Et le lymphœdème, il n'arrive pas forcément tout de suite et il peut arriver même des années après l'opération du cancer du sein. Donc des fois, finalement, l'épaule va bien, mais on voudrait s'en servir pour le lymphœdème. Donc ça ne va pas forcément caler. Après, il faut savoir mettre en place les bandages. Il y a le drainage, mais il y a aussi surtout les bandages à mettre en place et tout le monde ne le fait pas forcément. Mais dans cette cotation-là, il faut le faire. Et il faut aussi qu'il y ait une perte d'autonomie de la patiente par rapport à ça. Donc ça nous fait beaucoup de critères pour finalement réussir à le mettre en place. Et surtout, pour 15.5, donc quand vous multipliez par 2,21, c'est censé être pour 60 minutes de traitement. Donc financièrement, c'est peut-être pas la meilleure des choses pour nous. Et c'est pour 10 séances. Donc finalement, 10 séances après qui peuvent être renouvelées, mais 10 séances, c'est pas tant que ça. C'est en attendant, normalement, faire un traitement intensif pour après mettre en place un manchon. Donc voilà un peu les soucis qu'on a avec cette cotation.
Donc on va parler du bilan. Donc Thierry a déjà dit pas mal de choses dessus. Il existe, on vous a mis plusieurs bilans qui existent et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour être le plus précis possible. Là on en a mis 3, mais il y en a plein d'autres. Donc le bilan, il est obligatoire. Vous pouvez être embêté si vous le faites pas, et si vous pouvez pas le redonner quand on vous le demande. Il doit être transmis au prescripteur. Donc il y a maintenant les messageries sécurisées qui sont mises en place. Moi perso, je passe direct je transmets directement au médecin. Et donc on vous a mis les cotations qui existent AMK 10,7 et AMK 10,8. 10,8 c'est pour la neuro, tout ce qui est neuro. Et en fait c'est vraiment un outil sur lequel on peut s'appuyer. On peut s'appuyer pour déjà voir l'évolution de notre travail et de notre patient. C'est assez intéressant pour le patient aussi, du coup, de voir ce qui se passe. Ça permet de communiquer avec les autres professionnels de santé, ça permet de valoriser notre travail et surtout c'est un bel outil pour justement les changements de libellé d'ordonnance. Quand vous communiquez avec le prescripteur et que vous avez votre bilan et que vous lui expliquez que sa prescription, il faut qu'il la change, si vous lui demandez juste de changer la prescription sans lui expliquer pourquoi, il va peut-être pas le faire. Sauf s'il est très gentil ou que vous vous entendez bien. Et puis, ça peut aussi vous aider le jour où on vous demande de justifier votre cotation. Vous avez votre document qui vous permet de justifier pourquoi vous avez mis cette cotation-là. Thierry ? Donc, un petit mot sur les 2 séances par jour. Donc, ça, c'est valable depuis l'avenant 7. Donc, c'est un gros progrès. Même pour les détracteurs de l'avenant 7, c'est quand même un plus. Donc c'est en application depuis le 22 février 2024. L'avenant 7 datant d'août 2023, il y avait 6 mois de délai avant. Donc les critères, il faut absolument 2 prescriptions distinctes. Et quand je dis 2 prescriptions distinctes, ce n'est pas 2 ordonnances distinctes. Sur une même ordonnance, l'ordonnance c'est un bout de papier, il peut y avoir plusieurs prescriptions. C'est ce qui se passe quand les médecins prescrivent des médicaments. Ils mettent plusieurs médicaments, c'est plusieurs prescriptions. Donc, une seule ordonnance avec 2 prescriptions, ça peut faire. Il peut y avoir aussi 2 ordonnances, c'est pas contre-indiqué. Il faut que ça soit des affections qui relèvent d'articles NGAP différents. Par exemple, de l'orthopédie en scénologie, ça peut être de l'orthopédie pour une épaule, et puis du vasculaire pour un lymphœdème. Voilà. Et ça passe. Il faut juste qu'il y ait les 2 pressions, tirer kinésithérapie machin, et tirer kinésithérapie vasculaire. Voilà, ça va très bien. 2 régions anatomiques différentes. Bon, ça tombe sous le sens parce que c'est compliqué d'expliquer à un médecin conseil qu'en prenant en charge une zone, on le fait en 2 moitiés, quoi. C'est pas logique. En plus, dans notre pratique, c'est pas vrai. Donc ça tombe sous le sens. Et bien entendu, des séances distinctes et consécutives. Alors quand je dis distinctes, il ne faut pas faire une espèce de soupe où on mélange un peu tout. Parce que le médecin conseil, sur un contrôle médical, je ne parle pas d'un contrôle administratif, sur un contrôle médical, quand il interroge les patients, si le patient lui dit « Oh, il m'a fait un peu de ci, un peu de ça », enfin voilà, ça c'est piégeux, c'est glissant. Donc l'idéal, c'est de bien dire au patient « Tiens, on va d'abord s'occuper de votre épaule et puis après, on gérera votre lymphœdème. » Et éventuellement, le changer d'endroit. À domicile, vous faites l'épaule dans la cuisine, le lymphœdème couché sur le lit. Voilà, par exemple. Ça marque la distinction. Au cabinet, vous faites le lymphœdème en boxe, et puis après, tout ce qui est kiné active, machin, sur l'épaule, en salle de mécano, par exemple. Voilà. C'est une façon de bien marquer la différence. Alors même si c'est des séances qui ne font pas une demi-heure, si on est à 20 minutes ou 25 minutes, avec un peu d'autonomie, on ne va pas chipoter là-dessus. La caisse, elle n'est pas méchante là-dessus pour que le boulot soit fait et qu'on soit au moins minimum avec le patient. Donc ça, si vous respectez bien tout ça, il n'y a pas de souci. Et c'est l'idéal, cette mesure nouvelle dans la Convention et qui existe aussi dans la NGAP, c'est l'idéal pour valoriser nos actes en disant « Docteur, c'est bien ce que tu m'as prescrit, mais elle a vraiment besoin d'une rééducation d'épaule complémentaire. » Et au lieu de rester avec 35 minutes avec la patiente, vous resterez 40 à 45 minutes, mais vous aurez 2 séances. Donc sur un plan rentabilité, c'est quand même un petit peu mieux.
Parce que quand on fait 2 séances, on est presque à 60 balles de l'heure. Hein. On est entre 50 et 60 balles de l'heure. Donc là, on ne va pas pleurer. C'est quand même pas... Voilà. Par contre, garder quelqu'un 45 minutes pour 20 balles, bof, quoi. Donc c'est maintenant qu'on va voir si vous avez bien écouté. Donc on a une première prescription, massage cicatrice de mastectomie gauche et retraite de prothèse par KDE, libération des adhérences et rétraction, ventouse. Est-ce qu'elle est bien cette ordonnance? Bonne réponse. Alors, donc, massage cicatriciel des cicatrices post-mastectomie, il n'y a pas de notion de rééducation fonctionnelle, donc c'est une ordonnance en l'état qui est en hors nomenclature. On s'appuie sur ce qu'on vient de dire, on fait un bilan. Suite à ce bilan, on retrouve des déficits fonctionnels, on fait un retour au prescripteur, et suite à ce retour, il décide de modifier son ordonnance en fonction de ce qu'on a trouvé dans le bilan. Et on peut avoir, du coup, une nouvelle prescription générale, kinésithérapie par déficit fonctionnel post-opératoire dans le cadre d'une ALD, de son ALD. Et si on n'a pas cette modification, ça sera du hors nomenclature. Alors voilà, une deuxième prescription. On a essayé de vous mettre tout un panel pour que vous voyez tout ce qu'on a, et je pense que c'est tout un chacun, on a tout ça, des médecins qui ne savent pas forcément, c'est pas de leur faute, hein, ils ne sont pas formés à ça, mais comme disait Thierry, c'est à nous de leur expliquer. Et notamment pour celle-là, bon, il y a le kiné, ok, à domicile au cabinet, massage rééducation de l'épaule, bon, on choisit le membre, le drainage au niveau, parce qu'il y a un lymphocèle au niveau du creux axillaire ou de la paroi thoracique, donc s'en occuper. Et le travail, massage des cicatrices, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une technique qui est donnée avec un nom de labo? Normalement, le médecin n'a pas à mettre ça parce que du coup, ça exclut certains kinés. Déjà, normalement, c'est interdit. Et surtout, le fait de le mettre, le patient va voir ça, va vous appeler, vous dire, vous avez cette machine? Ah non, vous ne l'avez pas? Bon, je vais voir un autre kiné. On a tous du monde, donc on n'a pas tellement de problèmes avec ça, mais n'empêche que ce n'est pas censé être mis au niveau des ordonnances. Et ça, c'est toujours à dire aussi à nos prescripteurs que, ok, on peut en parler, ils aimeraient bien qu'on utilise cette technique. On a notre boîte à outils de kiné qui comprend nos mains et plein de machines, mais il y a un moment donné, on se sert de quoi? Et ça, c'est à notre propre jugement, normalement. Après, on peut en parler, bien entendu, on communique avec les prescripteurs, mais ils ne sont pas censés le mettre, du coup, sur leur prescription. Donc cette ordonnance, on a fait lors de notre bilan, il y a une épaule qui est limitée, il n'y a pas de lymphœdème, il y a un sérum, donc c'est la lymphocèle, et des cicatrices thoraciques qui sont adhérentes. Voilà, nous voilà ce qu'on trouve, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc au niveau de notre cotation, là on est dans une cotation d'épaule, parce que on n'a pas de cotation purement opération du cancer du sein. Donc on met une cotation d'épaule en VSC 7,5. Normalement, lymphocèle et cicatrice, est-ce qu'on propose en HN? Comment on fait? Ça n'existe pas dans la NGAP parce que ce n'est pas un lymphœdème. Donc on n'a que des cotations, on en parlera après, pour le lymphœdème. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que du coup on propose un HN ou pas? Comme on dit, avec tact et mesure. Comment on peut gérer ça? Et je pense que c'est tout le problème de notre prise en charge qui n'existe pas dans la NGAP, et où est-ce qu'on les met? C'est ça vraiment notre souci. Voilà, pour rajouter ce que nous dit Olga, si vous passez ça en 9,5, enfin en 9,49 ou en 9,51, sur un contrôle, ça peut ne pas passer. Alors c'est ballot d'avoir bossé puis de rendre les sous, quoi. Voilà, parce que personne ne doute de ce qu'on a fait, de la qualité de nos soins, mais la caisse va vous dire, vous ne respectez pas le contrat, quoi. Il n'y a qu'un membre, point. Voilà. Donc c'est un 7,5, c'est pas un 9,5. En fait, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut vraiment, comme le disait Thierry, penser à demander aux prescripteurs de nous changer les ordonnances et de faire pour que nous, on ait, par rapport à notre bilan, bien entendu, comme on disait, mais qu'on ait la bonne cotation pour essayer d'être le plus possible dans les clous. Et pour rebondir, avant de changer, moi, si je suis médecin, un kiné m'appelle en me disant « faut que tu changes la cotation », je ne le fais pas, moi. Ça, c'est du copinage et tout ce qu'on veut. Moi, je veux un bilan parce que moi, en tant que médecin, le médecin conseil peut m'appeler. Ça arrive, j'ai encore un dossier d'expertise là-dessus.
le médecin conseil ne se gêne pas pour appeler ses collègues en lui disant qu'est-ce qu'elle a, madame machin, pourquoi tu as prescrit ci, pourquoi tu as prescrit ça. Le médecin, il a besoin aussi d'un support pour prescrire la kinésithérapie de façon pertinente, adaptée, efficiente. Donc franchement, si vous n'avez pas vos BDK pour justifier des demandes des modifications de libellé, le médecin il peut vous dire écoutez, un autre jour, on verra. Il ne va pas répondre. Déjà quand on leur envoie, ils ne répondent pas toujours. Donc, la prescription 3. Alors, prise en charge par KDE d'une patiente dans les suites d'une mastectomie, massokinésithérapie après mastectomie pour cancer du sein, QSP 6 mois. Donc ça, c'est des prescriptions qui sont plutôt génériques. Hein, voilà, il n'y a pas trop de détails, il n'y a pas trop de machin. Sauf que la pathologie est présente. Donc une pathologie présente sur une prescription, normalement, c'est non, c'est une rupture du secret médical. C'est la loi. Les pathologies ne doivent pas être sur les prescriptions. Parce que quand on les score et qu'on les envoie, ça tombe dans les mains des agents administratifs qui ne sont pas du personnel médical et qui n'y ont pas accès. Seul le service médical et le médecin conseil ont accès aux pathologies. Donc il faut expliquer aux médecins qu'il ne faut plus mettre la pathologie. Parce qu'en plus, quand il y a des pathologies, les contrôleurs administratifs classent la cotation dans une rubrique ou une autre, et souvent ça nous dessert. Donc la pathologie n'apparaît pas sur une prescription. Ça ne se fait pas. C'est du code pénal en plus. Hein. Et en plus, c'est la déontologie. Nous, quand on la transmet, on est complice d'une rupture du secret médical. Et déontologiquement, on n'a pas à révéler à un tiers. Parce que la contrôleuse ou le contrôleur administratif ou l'agent sécu qui voit ça, si ça se trouve, c'est sa voisine. Elle n'a pas à savoir que madame machin a un cancer du sein ou je ne sais quoi. Ou une mastectomie ou qu'elle s'est fait refaire les seins. Voilà. Tout ça, c'est du secret. Hein. Donc il faut demander à ce que ça ne soit pas présent. Et la durée de prise en charge pour 6 mois, ça c'est pareil, hein, c'est piégeux ça. Hein. Alors la durée de prise en charge, il faut savoir que la validité d'une prescription, c'est la date de prescription. Ce n'est pas la date où vous commencez les soins. On a tous des cabinets où on prend les gens des fois 15 jours, 1 mois, 2 mois, enfin bon, ça dépend. Hein. Si vous prenez les gens à 2 mois et que c'était QSP pour 1 mois, vous ne pouvez plus les prendre. Et ça, en cas de contrôle, c'est radical. Hein. Ça, c'est le règlement. Donc, ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas besoin. Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous avez mal travaillé. Mais vous n'avez pas respecté le règlement. Donc, à partir de là, vous pouvez rouler à 90 quand c'est autorisé à 60 et écraser personne. Vous êtes en infraction. C'est la même chose. Le BDK, on va faire un beau BDK. On va chercher, dans ce cas-là, après mastectomie, on cherche tout ça. Hein. Tout ce qui est déficit du rachis, en rotation, en inclinaison, les distances doigts-seuls, enfin tout ce que vous voulez, en évaluant le rachis dorsal avec un Schaubert dorsal. Enfin bon, je ne vais pas vous faire de dessin, vous êtes tous kinés. Les déficits respi, ça c'est important de les regarder parce qu'il y a des gens qui n'ont plus d'ampliation thoracique. Alors vous faites ça comme vous voulez, débit expiratoire de pointe, hein, tout le monde a un pic flow, ça vaut rien, c'est facile à faire. Une SAT, ça se fait qu'un petit bout, avec un petit machin sur le doigt, là, hein, c'est un saturomètre, c'est pareil, ça vaut rien. L'ampliation, c'est 1 cm. La spirométrie, alors ça, vous le faites ou vous le faites pas. Un appareil de spirométrie, ça vaut 300 balles, hein, c'est pas non plus la mer à boire, mais ça permet justement de dire au médecin, regarde, elle a un volume courant et elle a une capacité vitale forcée qui est insuffisante au regard de sa taille, de son poids et de son sexe. J'ai besoin de kiné-respi en plus. Ça, c'est un très bon... voilà. Et là, c'est chiffré. En plus, je vous chiffrerai. Les déficits, vous savez tous vous servir d'un gonio. Déficit musculaire ou pas, ça, c'est important pour prétendre à une remise en route générale, à une prescription de rééducation musculaire, de renforcement des 4 membres, par exemple. Ça, c'est tout bête. Hein. Ça, c'est une périmétrie de mollet. C'est le grasp de serrage. Hein. Il y a des échelles, des abacs. Hein. On sait qu'une femme qui est en dessous de 16 kg, qui serre en dessous de 16 kg, elle est sarcopénique. Voilà. La sarcopénie, c'est quelque chose qu'on est en train de prendre en compte de plus en plus. Et ça justifie une prise en charge kiné plus large qu'une simple rééducation de scénologie de base. Hein, on va au-delà. La neuro, parce qu'on sait que toutes les dames qui ont de la chimio, elles peuvent avoir des troubles neuro. Ça, c'est clair. Hein, les chimiothérapies, c'est des poisons neurologiques. Alors, pas toujours. Hein, il y a certaines molécules qui sont connues pour ça. Donc, si ça peut être des gens qui ont des troubles de l'équilibre de la marche, parce qu'elles ont des paresthésies plantaires, parce qu'elles n'arrivent plus à faire la vaisselle ou je ne sais quoi avec leurs doigts, bon, tout ça, c'est à prendre en compte. Et ça, c'est de la neuro. On peut demander une rééducation neuro, évidemment. Pourquoi pas.
si c'est des gens qui ont des troubles de la marche, qui altèrent leur autonomie. Et le déficit vasculaire, ça vous savez mieux que moi comment le mesurer. Alors, sur ces types de prescriptions génériques, donc vous avez trouvé une raideur d'épaule, une raideur costale, une raideur du rachis dorsal, pas de lymphœdème, une cicatrice axillaire et pas de trouble respi. Donc là, vous allez demander pour pouvoir coter un rachis et une épaule, donc vous serez en TER 951, et vous pourrez faire du HN ou pas pour la cicatrice. Par contre, si vous trouvez une raideur d'épaule, un DLM, une cicatrice axillaire, pas de trouble respi et un déficit musculaire global avec sarcopanie et désadaptation à l'effort, là, vous pourrez jouer sur les deux cotations en demandant en plus une prescription complémentaire pour avoir votre DLM en plus. Donc vous aurez un 9,5 et un 8. Et là, vous allez valoriser votre acte parce qu'en fait, la patiente, on a quand même un peu d'humanité, hein, on n'arrête pas à la demi-heure. Les gens, on les prend le temps qu'il faut. Là, on va les prendre le temps qu'il faut, mais on sera payé. La 4, c'était rééducation douce de l'épaule, traitement de la cicatrice du sein. Alors, vous voyez là, il met traitement manuel ou mécanique. Bon, déjà, il ne vous oblige pas à avoir un LPG ou je ne sais quoi, donc c'est déjà pas mal. Étirement des rides, drainage lymphatique à domicile. Alors là, vous voyez, par contre, 6 mois et 2 à 3 fois par semaine. C'est-à-dire que si vous y allez 4, indu. C'est clair. Faut la refaire. Et on demande une prescription toute bête où il n'y a pas de pathologie, où il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de... Voilà. Rééducation post-op sur déficit fonctionnel, rééducation sur conséquentes affections vasculaires, et ça passe au pas de la caisse. Il n'y a pas besoin de zone, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de tout ça. Ça, c'est des légendes. Voilà. Certains contrôleurs administratifs ou certaines caisses essayent de le faire croire, mais ce n'est pas vrai. Et sur ce type de litige, on gagne toujours, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est le lymphœdème. C'est à moi. Du coup, je vous ai mis par rapport à... On a fait vraiment le côté scénologie, et puis après, on a tout ce qui est côté un peu plus lymphologie. Et avoir vraiment qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Donc en plus, comme vous l'a dit Thierry, on peut demander du coup 2 prescriptions sur l'ordonnance. Donc une rééducation pour un lymphœdème vrai, ce qui du coup est le cas en post-cancer du sein, parce que du coup on est dans un lymphœdème secondaire. On peut coter... Attends, tu peux la remettre juste 2 secondes on peut la mettre, donc, comme vous voyez, en RAV8 et penser au supplément pour les bandages, parce que alors c'est pas très cher payé, mais moi qui fais beaucoup de bandages, c'est quand même un de plus à chaque fois. Donc pensez à ça aussi au côté bandage. Et après, on aura une petite discussion aussi sur le côté pour 2 membres. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on fait du drainage aussi sur le thorax, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a une lymphocèle, parce qu'on a besoin de drainer à cet endroit-là, comment on fait par rapport à ça? Donc là, on vous a mis plusieurs exemples de prescriptions. On ne va pas toutes les détailler, mais c'est comment est-ce que c'est noté. Vous voyez, par exemple, juste drainage lymphatique manuel du membre sup et de la paroi thoracique. Bon, très bien, mais il n'y a pas écrit kiné, il n'y a pas écrit rééducation. Donc il faudrait demander de le refaire. Vous voyez, comme on peut avoir bilan et séance de rééducation du membre sup droit. Il n'y aurait même plus à avoir écrit que ça sans l'indication. Comme on l'a dit, ça fait un résumé de tout ce que vous a dit Thierry. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre? Les drainages et plus ou moins poste de bandage. Comme ça, nous, on fait comme on peut, comme on veut, en fonction de notre bilan et de notre expertise, en fonction de est-ce qu'il y a besoin là de faire un bandage ou pas. Et pareil, ou sinon avec bandage si nécessaire. Oui, encore pour rebondir, la notion de bandage, c'est votre choix technique. Qu'il soit prescrit ou pas. Alors, s'il est prescrit avec bandage, il s'impose. La prescription s'impose, c'est marqué, c'est la première ligne de la nomenclature. Hein. Tout ce qui est marqué, on doit le faire. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le moins possible de marqué. Comme ça, on fait ce qu'on veut. S'il est marqué avec bandage, vous êtes tenu de le faire, même si c'est inutile. C'est pour ça qu'il faut lui dire, mais arrête de me marquer ça. S'il est marqué si nécessaire ou si besoin, c'est parfait. Ça nous ouvre les champs. Et s'il n'est pas marqué, vous avez le droit de le faire et vous avez le droit de le coter. C'est comme la kiné-balnéothérapie, quoi. La balnéo, elle n'a pas besoin d'être prescrite pour qu'on puisse la faire et la coter et la facturer. Ça fait partie des techniques. Donc c'est une dérogation. La balnéo, les bandages, c'est des techniques qui sont de notre libre choix, qu'on doit pouvoir justifier médicalement, évidemment, si vous cotez des bandages pour tout et n'importe quoi. Mais ça fait partie du BDK, quoi. Si on vous demande pourquoi vous avez coté bandage,
vous expliquez au médecin conseil, et puis en général, il va comprendre, hein, donc il n'y aura pas de souci. Ça vous fait un petit résumé. Donc cette particularité de la notion de maître, c'est une rééducation. Que le bandage, Thierry vous en a bien parlé. Ouais, non, t'inquiète, c'est pas bien grave. Et du coup, c'est la question qu'on a, et ça, on n'a quand même pas la réponse, on est désolé, mais parce que la NGAP ne prévoit pas forcément ça, c'est ce côté, est-ce qu'on a besoin de faire du drainage sur le thorax, parce qu'il y a des patientes, c'est hyper utile, et on a besoin de le faire, mais est-ce que le thorax est un membre ? La question est là. Dans la NGAP, vous avez vu, je vous l'ai noté, c'est écrit membre. Et comment on code ça ? Donc, est-ce qu'on a potentiellement le droit de mettre que... il faut mettre que RAV8, mais finalement, on pourrait mettre RAV9 parce qu'on considère qu'on a 2 membres. Globalement, ça passe. Mais voilà, si on tombe sur quelqu'un de tatillon, on n'est pas vraiment dans les clous de la NGAP. Et ça, je pense que c'est une grosse question et des choses à voir quand un jour on pourra faire évoluer encore la NGAP. Oui, pour cette histoire de tronc, hein, effectivement, le tronc, il n'est pas à la NGAP, hein, ça c'est clair, c'est pas marqué. Hein. Donc souvent, nous, on le fait par assimilation au rachis. Comme on est sur du rachis dorsal à ce niveau-là, on peut arriver à jouer sur les mots en disant le thorax, c'est le tronc, mais c'est aussi le rachis dorsal, donc je cote rachis dorsal, et on trouve des limitations du rachis dorsal. Voilà. Parce que quelqu'un qui vient d'être opéré, en général, les rotations, elles ne sont pas top, quoi. Ça c'est à peu près sûr. Hein. Les extensions non plus. Juste pour rebondir, une toute petite anecdote par rapport à ça, où j'ai eu un médecin conseil au téléphone et on parlait de ça et de comment c'était et par rapport au sein. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'ai besoin de travailler au niveau du thorax. Et il m'a dit, oui, mais bon, la rééducation c'est le bras. Et je lui ai répondu, parce que les seins poussent sur les bras, je n'étais pas au courant. Et là, il me dit, ok, mettez 9. Voilà, donc on est tombé d'accord là-dessus, mais en fait, le sein, c'est pas le bras, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, on est à un autre endroit, on a besoin de faire des choses différentes. Et maintenant, je laisse la parole. Je rajoute juste, un médecin conseil, c'est pas un idiot. Hein. Les médecins conseils, c'est des professionnels de santé comme nous. Si on leur parle de médecine, parce qu'on fait des actes médicaux quand même, hein, depuis 1962, les actes de kiné, c'est des actes médicaux. Quand on parle de médecine avec des BDK, avec des mesures et du chiffre, ils nous entendent, ils nous écoutent. Ce n'est pas des grands vilains bandits. Hein. Alors il y a des abrutis comme chez les kinés, mais si on est capable de justifier médicalement, la plupart, ils sont loin d'être obtus. Un dernier petit mot sur l'activité physique adaptée. On est dans le thème, là. Donc ça doit être prescrit par un médecin, mais on peut le renouveler. J'ai plus en tête, mais il y avait tout un protocole, nombre de séances, mais je l'ai plus. Donc ça peut être fait par un MKDE, un éducateur sportif ou un APA. Pour les pathologies, c'est que la LD, il me semble, non ? Non, c'est toute patho ? C'est toute patho. En collectif ou en individuel. Ça peut être pris en charge par certaines mutuelles. Moi, j'ai un listing dans mon cabinet et il y en a pas mal, des mutuelles qui prennent en charge. Il reste souvent un petit reste à charge aux patientes, mais qui est pas énormissime. J'ai été surprise, sincèrement, encourager vos patients et vos patientes à envoyer aux mutuelles. Parce que finalement, il y en a pas mal. Il y a aussi des conventions qui sont faites avec la Ligue et tout ça, qui peuvent prendre en charge les séances pour les patientes, par exemple la première année, pour que ça leur coûte rien. Et ça peut être fait en cabinet, dans les associations sportives, avec des professionnels qui sont formés par les fédérations spécifiquement pour ça. Je crois que j'ai tout dit. Ce que je voulais. Un petit mot, oui. Je voulais préciser la notion d'éducateur sportif. Donc tous les kinés, on peut prétendre être éducateur sportif. Il faut juste en faire la demande et c'est accordé. Par contre, si vous n'avez pas la carte, vous ne pouvez pas faire d'APA. C'est dans le code du sport. Donc il vous faut votre carte d'éducateur sportif. Ça se renouvelle tous les 5 ans. Vous envoyez le diplôme, la photo, un CV, je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, il y en a pour une demi-heure à faire ça. Et après, vous êtes tranquille. Parce que certaines mutuelles risquent de ne pas rembourser le patient si vous n'êtes pas APA. Si vous n'êtes pas éducateur sportif, pardon. Donc voilà, il ne faut pas s'engager sur une voie qui est glissante où vous allez vous retrouver en porte-à-faux avec le patient.
C'est la simple précision. Voilà. Et oui, donc il n'y a pas que l'ALD, c'est limitations sévères dans le texte. Alors les ALDI sont ouvertes, mais quelqu'un qui ne serait pas en ALD qui a des limitations sévères, c'est pareil. Et ça, c'est quand c'est des limitations sévères, c'est exclusivement un kiné, un ergo ou un psychomote. Voilà. Si c'est des limitations légères, c'est ouvert aux profs de gym, à tous ces gens qui savent faire très bien en plus. Hein, voilà. Parce qu'il y a des fois, est-ce qu'il faut mieux qu'on fasse, est-ce qu'on délègue? Après, vous avez le droit de faire des cours collectifs. Hein, tous vos néos du sein, vous leur dites, tous les vendredis de 5 à 7, on fait une séance, on est 7 ou 8. Si vous leur prenez 15 balles chacun, vous n'êtes pas perdant. Et en plus, certains sont pris en charge correctement. La Maïf, par exemple, c'est jusqu'à 500 balles par an de prise en charge. Alors, il faut vraiment voir, il y a des assurances ou des mutuelles, ils prennent en charge le bilan initial. Enfin voilà, ça dépend vraiment, il faut vraiment demander au patient de se renseigner auprès de sa mutuelle. Et voilà, nous avons terminé là-dessus. On vous souhaite un bon salon, mais surtout, est-ce que déjà vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut essayer d'y répondre au mieux, ou en espérant avoir répondu à... Oui. Ouais. Attends, Par rapport à la cotation RAV 15.5, pourquoi on ne pourrait pas la mettre au lieu de RAV 8 ou 9, comme vous avez dit précédemment? Alors pour la cotation 15.5, en fait, en soi, on peut la mettre, mais il faut remplir tous les critères. Si la patiente remplit tous les critères de cette cotation, il n'y a aucun problème, on peut la mettre pour 10 séances et après faire un renouvellement de ça. Mais il faut vraiment rentrer dans tous les critères. Donc le lymphœdème, la limitation d'épaule, la perte d'autonomie et avoir toutes les techniques qui vont avec. Voilà, il faut juste rentrer dans les clous. Et au départ, cette cotation était prévue en attente du manchon. Donc c'était une phase intensive sur une récidive de lymphœdème et de limitation, ou un peu en post-op, quoi, voilà. Mais c'était vraiment quelque chose qui était prévu pour être court. C'est pour ça la HAS avait dit 10 séances. S'il faut, on renouvelle, parce qu'il peut y avoir du retard, parce que voilà. Mais si on renouvelle, il faut avoir un BDK pointu pour dire voilà pourquoi j'ai renouvelé, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Soit on a été Oui. bon, soit on n'a pas été bon. Oui, bonjour. Alors, moi, je ne suis pas en libéral, mais je travaille dans une clinique où on fait aussi de l'hôpital de jour. Donc, on a quelques cas aussi de patients pour mastectomie ou de la chirurgie thoracique ou autre. Donc, du coup, c'est vrai qu'on ne code pas du tout de la même manière, de la même façon. On n'a pas les mêmes codages. Par contre, on a des centaines d'actes. Alors, vraiment, il faut chercher le groupe d'actes pour trouver. Alors, on peut tout trouver, hein. Et du coup, des fois, on a un souci en hôpital de jour pour savoir quoi mettre exactement, parce qu'en fait, on n'a pas tellement d'informations par rapport à cette prise en charge, comment ça se passe au niveau de la sécurité sociale. Et du coup, on cherche vraiment le détail, on essaie de chercher le détail. Alors, on ne sait pas si c'est des forfaits ou si c'est à l'acte. Et en fait, on n'a pas grand monde qui peut nous répondre à cette question-là par rapport aux actes libéraux. Donc, Ok. Si j'ai bien compris, c'est comment on passe des cotations de l'hôpital au libéral. Les cotations de l'hôpital, je ne les connais absolument pas. Mais peut-être qu'il faut vous rapprocher en fait par exemple pour la scénologie, de kinés du réseau des kinés du sein, qui peut-être peuvent vous aiguiller parce qu'ils le savent un peu mieux. Quitte à faire, moi ça m'est arrivé avec certains hôpitaux, de faire des prescriptions un peu type, en fait, pour que ça aille et que ça rentre, nous, dans nos petites cases. Parce que je pense qu'on a beaucoup moins de cases que vous. Mais voilà, je pense qu'il faut se rapprocher de gens qui savent comme ça gérer ça. Tiens. Oui, donc c'est des prescriptions, il y en a le moins possible dessus. Rééducation post-opératoire. Point. Et avec ça, on se débrouille. On se débrouille, on va demander plus s'il y a besoin, mais de façon générique, c'est le mieux. Parce que dès qu'il y a des techniques, je sais que mes collègues salariés, je travaille à côté avec des salariés, ils ont tendance à dire travail de l'extension de hanche, comme si on était con et qu'on ne savait pas, quoi. Des fois, c'est très vexant. Ah bah oui, moi, quand on me dit ce qu'il faut faire, je dis attendez les gars, ça va, quoi. Prenez pour qui, quoi. Voilà, donc ça, c'est très désagréable. Et puis, c'est limitant. Voilà. Après, pour reparler des cotations de l'hôpital, c'est le César. C'est un truc génial. C'est un pavé comme ça, mais on trouve tout dedans. C'est super bien fait.
et c'est fait avec... c'est bien fait. Voilà. Après, c'est un peu long de chercher dedans, mais avec l'habitude, on fait toujours les mêmes actes. Hein, donc. Après, je pense que juste pour finir, souvent, moi, quand on communique avec les kinés, en fait, il y a tout qui est écrit sur l'ordonnance qui nous sert de communication. Et je pense que c'est plus simple de faire l'ordonnance, où il y a la prescription dessus, et après de faire un petit papier avec le patient, on en est là, on en est là. Et je pense que c'est beaucoup mieux par rapport aux cotations. Vous aviez d'autres questions? J'espère avoir répondu. Ben, je crois que c'est pas mal. Alors, bon appétit et bon salon. Je peux chanter maintenant? Ça va? Ça t'allait? Oui. Je vous dirais quelque chose par rapport à la présentation. Parce qu'on peut l'utiliser, il faudrait qu'on l'utilise pour